Bonjour à tous, bienvenue au décryptage de l'actualité sur Madame Actu. Aujourd'hui, on parlera de trois sujets. Le Sénat au Bénin sera bientôt installé. Le premier conclave a eu de la semaine dernière, nous en parlerons. Et puis, il y a eu cette situation liée au SMIC de 52 000 où le porte-parole du gouvernement béninois a demandé à ce que les personnes concernées puissent dénoncer cette situation. On va en parler dans ce programme. Et puis, en troisième sujet, pour finir, on parlera de ces propriétaires indélicats par rapport aux cautions abusives qui sont souvent demandées. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici en plateau confrère Stéphane Ahinou-Rossou. Bonjour, cher ami. Bonjour Stanislas à moi et bonjour aux amis internautes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est pour moi un plaisir renouvelé de te revoir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Autre Vision. Bien sûr. Alors, le Sénat béninois sera installé le 30 juillet prochain. Vous avez suivi le conclave préparatoire présidé par Maître Robert Dossou. Que retenir déjà de cette première séance? Il faut dire que selon le compte rendu qui a été fait par Maître Robert Dessous, c'est que c'est l'institution elle-même qui organise son installation. Donc, il fallait définir les détails à l'interne en attendant que, avant que le jour de l'installation lui-même n'arrive pour qu'il puisse finaliser les pourparlers entre eux. Et donc, visiblement, puisque le doyen d'âge n'étant pas disponible pour des raisons de santé, Maître Robert Dossou a été désigné pour diriger cette séance-là. Donc, il a été essentiellement question de voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire à l'interne pour bien réussir cette installation-là. Il fallait le faire parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est quand même des personnalités, on va dire, hétérogènes qui se sont retrouvées au niveau de ce creuset-là. Donc, il était quand même important, pour des raisons d'abord de civilité, il fallait qu'ils se retrouvent et puis ensuite définir probablement les rôles que chacun avait à jouer pour contribuer au succès de cette cérémonie, on va dire, d'installation. Justement, par rapport à ce Sénat qui s'annonce dans quelques jours, il y a eu quand même la semaine écoulée, pas important, une sortie de l'ancien président de la République, Boni Yayi, qui a finalement fait volte-face. Il avait été contre le projet du Sénat, mais il s'est expliqué, il s'est adressé aux Béninois, comme quoi il va bientôt siéger au sein de ce Sénat-là. Comment voyez-vous justement la nouvelle posture de l'ancien chef d'État? Bon, pour moi, j'estime que c'était quand même un peu prévisible pour deux raisons. Déjà, il faut dire que lorsqu'un président de parti comme Boni Yayi décide de démissionner de la tête de son parti, j'avais déjà dit que c'était un peu suspect. D'autres ont essayé. Suspect dans quel sens? Oui, un peu suspect parce que pour un président qui a travaillé jusque-là, lâcher le bateau en haute mer, c'est que forcément il y a des raisons de couvent que on ne pouvait pas maîtriser. Lorsque Rumpé également avait démissionné, je me suis dit que c'était un peu flou, que dans les couloirs des intérêts, il y avait quelque chose qui se tramait. Et par fini, on a constaté donc que le président Boni Yayi a accepté, alors qu'avant on connaissait un peu sa position. Ça, c'est pour moi la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il faut comprendre que les divergences politiques qui opposaient Boni Yayi et Patrice Talon, ces divergences politiques-là ont eu le temps de connaître un certain applaudissement. Parce que le contexte politique a véritablement changé et comme lui-même, il a dit, l'eau a coulé sous les ponts et donc, il n'avait plus de raison valable de rester focus sur sa position de départ. Encore que il fallait qu'il se rattrape, parce que le fait qu'on ne l'ait pas retrouvé lors des élections, beaucoup l'ont critiqué. Et donc, il fallait quand même qu'il se rattrape. Il avait déjà fait lorsqu'il était présent à la cérémonie d'investiture. Il fallait donc qu'il batte également son accord. Troisième raison, pour moi, c'est que, vous savez, siéger au sein du Sénat, c'est quand même la Constitution qui l'établit. Donc, quelque part, s'il s'opposait, est-ce que sa décision, en elle-même, ne serait pas anticonstitutionnelle? Sur cet aspect, justement, oui. Il a dit, par exemple, que lui, il n'est pas demandeur, que c'est la Constitution. Ça veut dire que, est-ce que si ce n'était pas la Constitution qu'il avait prévue, est-ce que Boni Yayi ne siégerait pas finalement? Ah oui, le fait qu'il ait martelé sous ce angle-là peut amener à faire cette analyse.
Parce que d'une manière ou d'une autre, lorsque la Constitution prévoit, refuser de le faire, ce serait anticonstitutionnel. Et peut-être que on allait l'obliger à le faire. Donc, s'il dit qu'il n'est pas demandeur, peut-être que, bon, forcément, il ne voulait pas vraiment, mais il s'est senti coincé, n'est-ce pas, donc par la loi. Et puis, quatrième élément, c'est qu'il a des revendications, bon, on va dire, des revendications politiques. Et donc, aujourd'hui, le Sénat s'offre comme cette panacée-là qui pourra régler tous ces problèmes politiques, à savoir la question des exilés politiques entre griffes, la question des prisonniers politiques, enfin des acteurs politiques en prison et tout. Donc, le Sénat là devient un creuset pour lui. Il va pouvoir siéger pour faire valoir un peu ses opinions. Peut-être que à la table de négociation, il va avancer ses idées. Les autres sénateurs, s'ils sont d'accord pour le fait, si le dossier en venait à être déposé, ils vont en débat. Donc, sur toute la ligne, il n'a même pas le choix que de faire ce qu'il a fait là. La surprise aurait été qu'il refuse de siéger. D'accord. C'est vrai que dans toutes les têtes, tous les regards sont tournés vers le prochain bureau de ce Sénat-là, qui pour le présider, il y a deux camps visiblement dans l'opinion publique. Beaucoup qui estiment que l'ancien président et le patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo serait quand même la figure idéale pour présider aux destinées de cette institution. Le second camp est celui justement qui soutient le chef de l'État sortant, l'ancien président Patrice Talon, des personnes qui estiment qu'il pourrait quand même diriger ce Sénat. De votre posture d'analyste, qu'entrevoyez-vous? Bon, moi, je pense que en réalité, si il n'y a pas des contraintes juridiques qui l'imposaient, moi, je pense que les anciens présidents devraient faire profil bas au sein de cette institution-là. D'abord, quand on prend l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, il est fatigué. Il est fatigué. Lui confier encore cette charge-là serait quand même une charge de trop? C'est sûr, c'est une charge de trop. Regardez, pour des raisons de santé, il n'a pas pu honorer de sa présence cette rencontre-là. Donc, j'estime que le Nicéphore Soglo, on l'aurait bien voulu, mais pour sa propre santé, il est fatigué, il faut le laisser. L'ancien président Patrice Talon, c'est vrai que ça avait été dit, beaucoup ont pensé, mais moi j'estime que aujourd'hui là, Patrice Talon, pour tout ce qu'il a déjà fait pour ce pays et dans ce pays, et l'effort qu'il a consenti pour que son successeur vienne au pouvoir, devrait l'amener à se retirer, à se calmer et à tirer sur les ficelles par le bas. Par le bas, ce serait plus intéressant. Moi, dans ma posture, j'estime que les anciens présidents des institutions, même si ce n'est pas clairement défini, Théodore Holo, Maître Robert Dossou, en tout cas, en termes d'expérience, en tout cas pour tout ce qui a été le parcours démocratique de notre pays, même avant l'ère démocratique, ouais, c'est des gens qui ont été au cœur de tous les systèmes. Et donc, ils sont en mesure de comprendre non seulement les leviers, on va dire sociologiques, philosophiques, mais je dirais même l'âme du système démocratique de notre pays. Et donc, leur confier la gestion de ce Sénat-là, pour moi, aurait été plus profitable et laisser les anciens présidents faire le jeu par le bas. Entre un ancien président d'institution et un ancien président de la République, qu'est-ce qui devrait primer justement? Oui, si on doit suivre l'ordre de préséance qui a été établi, on va dire que ancien président ne peut plus descendre en deçà. Maintenant, c'est pourquoi je dis que s'il n'y a pas des contraintes de droit ou des contraintes juridiques, ça aurait été bien pour c'est pas des questions de convenance politique ou de convenance institutionnelle, ça aurait été bien que ce soit les anciens présidents d'institutions. Maintenant, si on doit aussi... Patrice Talon Boni Yahi se laisser diriger par d'autres... Est-ce que le problème, c'est de se laisser diriger? Être déjà membre de ce Sénat-là, pour moi, c'est quand même... c'est déjà quand même beaucoup d'honneur. Et pour ce qu'ils ont fait, il faut qu'ils fassent le travail par le bas au lieu d'être encore devant. Stéphane, il y a un levier sur lequel je voudrais avoir votre analyse. C'est quand même cette nouvelle disposition dans l'organigramme institutionnel. Vous savez que il y a quelques semaines, il y a une loi
qui réorganise un peu l'organigramme institutionnel dans notre pays. On sait que le niveau qu'occupe le Sénat, c'est pratiquement la deuxième position, pratiquement après le chef de l'État. Donc, est-ce que cet aspect-là ne pourrait pas jouer justement dans la désignation du prochain président de ce Sénat-là, quand on sait qu'il aura toutes les prérogatives, qu'il viendrait pratiquement après le président de la République élu, est-ce que ça ne va pas jouer? Oui, c'est pour ça que je disais tantôt que si on va rentrer dans les questions d'interprétation du texte, des convenances institutionnelles et tout, on va dire que forcément il faut voir dans le lot des anciens présidents de la République. Et forcément, quand on voit les trois, celui qui part favori, c'est l'ancien président Patrice Talon, c'est lui. Donc peut-être si on reste un peu dans la lecture que vous faites tout à l'heure là, on va désigner ça dans le lot des anciens présidents de la République. Mais moi, la lecture que je fais, ce n'est pas un peu d'ordre juridique ou d'ordre, on va dire, institutionnel. Je fais juste une lecture de sociologie ou une lecture sociologique parce que quand vous voyez tout ce qui a été fait là, et tout ce qui s'est dit dans l'opinion publique, c'est-à-dire que Patrice Talon s'est retiré pour remettre quelqu'un là, enfin encore de tirer sur les ficelles du pouvoir et tout. Quand on voit tout ce préjugé là qui pèse déjà sur sa désignation, moi je me dis qu'il faut taire les polémiques et qu'il se retire, c'est tout. Maintenant, si du point de vue de la loi, il y a des contraintes qu'il impose ou bien dans les contours politiques, et s'il faut forcément que ce soit dans le lot des anciens présidents de la République, moi je ne trouve aucun inconvénient. Mais pour des raisons d'efficacité et on va dire d'objectivité, ce serait quand même très intéressant que ce soit dans le lot des anciens présidents d'institutions comme Maître Robert Dessous, Théodore Oulou, tous ceux qui restent après. D'accord. Dans le courant de ce programme, on va parler d'un autre sujet, non moins important. Vous savez, le porte-parole du gouvernement, le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Ngouilly, a fait un live jeudi dernier. Il s'est adressé aux populations. Il a abordé plusieurs sujets, au nombre desquels la question du SMIC. Wilfried Léon-Ngouilly qui a invité justement les employés à dénoncer leurs patrons qui ne respectent pas le paiement strict du SMIC. Comment avez-vous accueilli ça? Et est-ce que vous pensez que dans la réalité, une telle dénonciation est possible? Oui, moi je me dis que c'est une déclaration officielle. C'est une déclaration officielle et en tant que telle, on doit prendre les propos du ministre porte-parole du gouvernement comme tel. Sérieux. Comme tel. Comme tel. Maintenant, après, c'est d'analyser la faisabilité de la chose parce que entre ce qui se dit et ce qui se fait, il y a quand même un fossé parce qu'il y a des paramètres qu'on ne mesure pas toujours. Lesquels, par exemple? Par exemple, le chômage. La question du chômage. Quelqu'un qui est au chômage, qui n'a rien à faire, mais qui a des charges locatives, qui a une famille à nourrir et qu'on lui dit, bon, écoute, on te trouve quelque part, ben, viens prendre, on va te payer, je sais pas, moi, 35 000, 40 000. Le gars, il s'en fout de la loi. Parce que celui qui vit dans un château ne réfléchit pas de la même manière comme quelqu'un qui vit dans une chaudière. Donc, quand vous vous levez avec une tasse de café à la main, c'est facile de rejeter 50 000. Donc, moi j'estime que ce sont ces réalités-là qu'il faut voir en face. Est-ce que aujourd'hui, ceux qui sont demandeurs d'emploi aujourd'hui sont en mesure eux-mêmes de faire la dénonciation? Non. Mais il y a une loi quand même, Stéphane, qui les protège ou qui nous protège, si on va parler ainsi. La loi dit minimum payé aux travailleurs ou aux employés 52 000 francs. Donc, ceux qui sont payés en dessous n'ont-ils pas le droit de faire cette dénonciation? C'est une bonne question, mais il y a une question en amont. Qu'est-ce que l'État fait pour accompagner les entreprises privées? Pour que les entreprises privées soient en mesure de répondre à l'exigence de la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Si l'État ne met aucun mécanisme d'accompagnement en place et qu'il ne fait qu'exiger que des choses, forcément, il y a ce qu'on peut appeler la complicité passive. Les gens vont se détourner consciemment de ce que l'État dit, vont se plier à l'exigence du terrain. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est le terrain qui commande. Donc, j'estime que c'est vrai, il faut dénoncer, mais lorsqu'on est face à la misère, c'est souvent difficile de dénoncer. Donc, il faut revoir ce que le ministre porte-parole a dit est pertinent, mais il y a un travail préalable qu'il faut faire, qui est d'accompagner les entreprises privées pour qu'elles soient du moins en mesure
d'honorer ou de satisfaire à ces exigences, on va dire, de la loi. Dans son live, il demandait quand même aux employés qui sont dans ce cas de se rendre au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour dénoncer les patrons indélicats. Imaginons un peu, Stéphane, dans la faisabilité, dans la pratique, qu'un employé se déporte au niveau de la CNSS et aille dénoncer son patron. De quel regard le patron pourrait voir désormais cet employé? Est-ce que après la dénonciation, il pourrait revenir au bureau, Non, occuper sa place? Bon, l'employé qui dénonce, lui-même sait qu'il ne dénonce pas pour être recruté après. Pourquoi? Bon, d'accord. Si dénoncer. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas méchant de dénoncer, mais celui qui recrute a des exigences économiques par rapport à son entreprise. Donc, si il est déporté devant la Caisse nationale de sécurité sociale et qu'il met sur la table les raisons qui l'amènent, peut-être qu'on va le comprendre. Peut-être que la CNSS va lui proposer alors de ne pas recruter. Parce qu'il va dire, alors si c'est ça, il n'est plus en mesure de recruter. Donc, c'est malheureux de le dire ainsi, mais celui qui perd in fine, c'est celui qui va dénoncer. C'est celui qui va dénoncer. Donc, dénoncer et aller au chômage pratiquement. Voilà, voilà, dénoncer ou aller. Donc, il est comme entre le marteau et l'enclume. Voilà, entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce qu'il va choisir en ce moment? C'est pour cela que parfois on sait ce qu'il a à faire, mais face à la réalité du terrain, on est obligé de fermer les yeux, espérant que Dieu vous ouvre de meilleures portes. Donc c'est pourquoi il dit que la question la plus fondamentale aujourd'hui, c'est l'accompagnement que l'État peut faire par rapport aux entreprises privées, puisqu'il faut que le cadre soit réglementé, que le cadre soit clair pour que les exigences soient respectées. Oui. Il y a plusieurs catégories d'employés aussi. Je voudrais qu'on en parle très très rapidement. On sait qu'il y a des employés permanents, qu'il y a des collaborateurs extérieurs, qu'il y a des stagiaires. Donc, est-ce que justement, il faudrait pas voir cette catégorisation avant de voir qui est quand même en posture de faire une telle dénonciation, puisque tout le monde n'est pas forcément logé à la même enseigne? Ben, je pense que cette préoccupation-là, on doit pouvoir trouver sa réponse dans la loi. Qu'est-ce que la loi elle-même dit? Parce que j'estime que si vous êtes stagiaire, qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que l'entreprise est obligée de vous faire des versements mensuels? Pas forcément. Pas forcément. Maintenant, il y a que dans des entreprises données, on dit, bon, on peut payer les primes de déplacement aux stagiaires, etc. Dans ces cas-là, qu'est-ce que le droit du travail dit? Qu'est-ce que la loi elle-même elle dit? Donc, c'est tout ça là qu'il faut pouvoir interroger et savoir comment faire le distinguo entre qui est payé au SMIC et qui peut être payé en deçà du SMIC. Maintenant, c'est que dans tous les cas, mais quand on dit il faut payer, je ne sais pas, 52 000, c'est pas ça qui règle pour moi fondamentalement le problème. Parce que on a souvent cette manie-là de vouloir régler les problèmes par la loi, par les tests. Non, le problème, c'est l'homme, c'est l'humain. Parce qu'un chef d'entreprise, indépendamment de tout ce que la loi peut dire, si un chef d'entreprise est humain, c'est tout à fait normal qu'il puisse dire, bah, je m'en fous de ce que la loi dit de payer 52 000. Moi, je te prends et puis je te paye 60 000, je te paye 70 000. Donc, moi, je pense que c'est l'humanité qui doit parler et non la loi. Lorsque l'humanité s'exprime quelque part, je pense que ces questions de loi là sont des questions ce sont des détails qu'on peut régler après. Donc, ceux qui embauchent les autres doivent pouvoir ressentir ça dans leur peau, dans leur âme, pour se dire, celui qui vient travailler chez moi a une charge. Je ne dois pas le primer. Je ne dois pas l'oppresser. C'est de ça qu'il s'agit. Mais malheureusement, nous sommes dans un système capitaliste qui fait que les gens veulent maximiser le profit et ça ne date pas d'aujourd'hui et ça ne finira pas aujourd'hui. On sait aussi que la demande, elle est très forte au niveau des employés ou des futurs salariés. Et donc, quand quelqu'un quitte son poste, il y a 1001 autres qui sont quand même dans les rangs. Cela favorise le fait que les gens n'ont pas forcément le courage de dénoncer, puisque vous quittez et puis quelqu'un d'autre vient. Oui, ben ce sont les travers, on va dire, ou même les vices de la chose. Et parfois même, est-ce que l'État lui-même est un exemple en la matière? Ça, c'est une question qu'on peut se faire. Est-ce que l'État lui-même, c'est-à-dire que tout le monde surfe sur la pauvreté et la misère de la masse. C'est ça qui est malheureux.
Si toi tu refais l'offre de 40 000 là, quelqu'un est là, il est à la porte. Et parfois les gens le font sciemment. Ils disent bon, si tu n'es pas intéressé, c'est pas grave, j'appelle quelqu'un. Le gars il regarde à gauche et à droite et puis il est coincé. Il est coincé dedans. C'est pourquoi je dis que forcément c'est notre humanité qui doit primer. primer. D'accord. Il y a que dans ce live, plusieurs sujets ont été abordés. Un autre sujet qui concerne toujours une dénonciation, ce sont ces rapports entre locataires et propriétaires. Wilfried Léon Ngoudji a demandé de dénoncer, cette fois-ci au commissariat, d'aller dénoncer au commissariat les propriétaires indélicats qui demandent souvent des cautions abusives. Alors, par caution abusive, on sait que les gens payent déjà la caution normale, les 3 mois de caution exigés par la loi. En plus de ça, on demande 3 mois ou 6 mois même de prépayer avant d'intégrer le local. Et là-dessus, le porte-parole du gouvernement estime que c'en est de trop, qu'il faut dénoncer cette fois-ci au commissariat. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que dans ce milieu-là, il y a 3 éléments qu'il faut relever. Il y a ce que j'appelle la complicité passive, il y a ce que j'appelle le traditionnel normatif et il y a ce que j'appelle entre griffes le droit du propriétaire. Complicité passive parce que c'est le client lui-même qui cède à la demande parce qu'il est peut-être dans l'urgence, parce que peut-être il trouve le cadre agréable, il n'a pas envie de laisser partir cette opportunité. Sinon, ce que la loi dit est quand même clair. Et en la matière, c'est de la délinquance commerciale ce qui se passe sur le terrain. On sait que c'est 3 mois et les propriétaires en sont conscients. Mais ils trouvent une manière détournée de dire, d'accord, tu paies 3 mois de caution et tu paies 3 mois de prépayé. Qu'est-ce qui, ça sous-tend quoi? Donc, à partir de ce moment-là, si le client décide d'accepter, bon, c'est son choix. Il n'y a pas de problème. Donc, il devient passivement complice de la situation. Le propriétaire va en jouir. C'est d'ailleurs ce que lui, il désire. Maintenant, ensuite, il y a également que, en l'absence de normes, la normale finit par s'ériger en norme. Pendant longtemps, ce secteur-là est resté non réglementé. Et parce que ce secteur est resté non réglementé, il y a de mauvaises pratiques qui ont fini par s'ériger en bonnes pratiques. Et les gens ont du mal à s'en défaire. Dans ce pays, il y a des gens même qui vont jusqu'à demander 12 mois d'avance. 12 mois d'avance. Et donc, comme la loi... Il y a des gens aussi qui payent. Ouais. Qui payent. Par exemple, les expatriés, les Libanais, les trucs, quand ils viennent, même quand on dit 2 ans, 3 ans, ceux-là, les Indo-Pakistanais, ils sont en mesure de débourser l'argent. Maintenant, le pauvre Béninois qui ne surfe que sur son salaire, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait que, face à la demande, ceux-là viennent prendre et on laisse les Béninois. Ça, c'est un autre problème. Donc, je me dis que, parce que cela a perduré dans le temps, les gens ont, puisque la loi est venue, ils ont cherché à trouver des moyens détournés pour maintenir la bonne pratique. Maintenant, il y a un 3e élément qui fait que on n'arrive pas à se départir de cette mauvaise pratique. C'est quoi? Les gens se disent que, puisque c'est le propriétaire, moi j'ai assisté à un cas où le propriétaire dit, mais est-ce que c'est l'État qui m'a construit ma maison? Et on est allé devant la police, on va dire, ou au commissariat, et on dit, ben, c'est lui le propriétaire. On tourne, on donne raison au propriétaire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le locataire a de marge de manœuvre? C'est la maison de l'autre. Donc, au-delà de dire, il faut dénoncer, je suis d'accord, il faut dénoncer. Mais quand on dénonce, quel va être le résultat? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement même une question de cautionnement. Ce qui s'observe dans le milieu des bails aujourd'hui, c'est grave. C'est très grave. Si on rentre dedans, c'est très grave. Lorsque un propriétaire se lève et va enlever le décompteur, un compteur qui n'est pas pour lui, il va enlever le disjoncteur pour dire que son locataire ne lui a pas payé. Est-ce que c'est ce que la loi dit?
Est-ce que c'est ce que la loi dit? Un propriétaire qui se lève parce que la fin du mois est arrivée, le gars n'a pas payé ou bien la dame n'a pas payé, le propriétaire vient, il rentre dans sa chambre, il sort les bagages pour dire je te libère. Ça, ce sont des abus qui sont flagrants que tout le monde connaît. Mais quand on dénonce, c'est que ça n'a pas de résultat, ça n'a pas d'effet. Le problème, c'est que ce n'est pas dans la loi, je continue pas à le dire. Donc, le porte-parole du gouvernement a finalement prêché dans le désert, puisqu'il demande de dénoncer, mais on constate que dans la pratique, ça sera difficile. On ne va pas dire qu'il a prêché dans le désert, mais j'estime que la mayonnaise aura du mal à prendre. On a du mal à prendre. Peut-être que sa sortie va être, c'est pas un moyen dissuasif, les gens vont se resserrer un peu, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il ne faut pas attendre que le citoyen dénonce. Peut-être que l'État peut mieux faire. C'est vrai, la sortie de monsieur Wilfried Léandre Rumbedji est intéressant, mais l'État peut aller au-delà en sensibilisant beaucoup. Mais l'État a déjà beaucoup fait quand même en réglementant au travers de la loi que la caution c'est 3 mois, tout le monde le sait. L'État a fait un effort dans ce sens. Maintenant sur le terrain, est-ce qu'on ne va pas interpeller aussi ces démarcheurs-là qu'on appelle voilà vulgairement, qui sont le locataire, le propriétaire? Il faut interpeller les démarcheurs. Il faut aller dans les commissariats et dire que la loi doit être respectée. Parce que parfois, on peut assister à des légèretés où on dit, bon, ok, revenez après-demain, revenez demain, etc. Et finalement, il n'y a pas de résultat parce que c'est le locataire qui est venu porter plainte. Et on estime que le propriétaire a le droit, surtout. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. On ne peut pas décréter ça, en fait. On ne peut pas décréter ça. Il y a un travail de fond à faire. Est-ce que dénoncer, ce n'est pas déjà un début? C'est un début. C'est un début. Encore que nous n'avons pas cette tradition de dénoncer. Quand on va commencer la dénonciation, je pense que le reste peut suivre après. Mais chacun doit faire son travail pour que la loi soit respectée. Parce que le locataire a des droits à partir du moment où il paie pour accéder à un local. Merci beaucoup à vous, Stéphane Akinroso. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien L'autre vision. Avec vous, on a parlé de 3 sujets dans ce décryptage. L'installation prochaine du Sénat au Bénin. On a parlé de ce live de Wilfried Léandre Rumbedji, ministre porte-parole du gouvernement, qui demande de dénoncer 2 sujets. Le premier relatif au SMIC de 52 000 qui ne serait pas respecté par certains employeurs, et le second relatif aux propriétaires indélicats qui demandent des cautions abusives. Stéphane, merci d'être passé une fois encore. C'est moi. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans un autre programme pour décrypter toujours l'actualité d'ici et d'ailleurs.